aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui est tiré d'un article qui est en cours d'évaluation, qui a déjà été soumis dans de nombreux colloques, qui à la base s'appelait Valeant Pharmaceutical et son gouvernement d'entreprises toxiques. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai renommé ma présentation la financiarisation de l'industrie pharmaceutique, le cas donc emblématique de Valeant Pharmaceutical. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense qu'ils sont nombreux dans la salle, donc je suis maître de conférences en sciences de gestion, spécialisée sur des thématiques de finance, de gouvernance, finance organisationnelle, RSE également, responsabilité sociale de l'entreprise. Et ce travail a été mené avec mon co-auteur depuis déjà 2010, une collègue de l'Université de Sherbrooke au Canada, donc Sylvie Berthelot. Et je dois dire que c'est plus qu'une collègue, c'est une amie à laquelle je tiens beaucoup, également d'un point de vue intellectuel. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Ah, ça y est. Alors, le plan de ma présentation sera le suivant. Alors, je vais essayer d'être académique sans vraiment l'être. Donc, je vais reprendre une présentation assez académique. Donc, après une brève introduction, je présenterai ce qu'on appelle les travaux antérieurs, les travaux académiques antérieurs, en essayant d'éviter le jargon propre à notre domaine, à notre champ d'application. Je vous présenterai très brièvement la méthodologie, parce que ce n'est pas forcément ce qui vous passionnera, et les principaux enseignements qu'on a pu tirer de cette étude de cas, ainsi que les conclusions et les perspectives. Et puis, j'espère que vous aurez des remarques à me faire, donc nous pourrons ensuite discuter de l'ensemble de ces résultats. Alors, s'il y a une notion qui vous semble incompréhensible, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Alors, donc Valeant Pharmaceutical, une petite introduction autour de 3 éléments. Alors après, on aura une approche très chronologique. On est dans la maison des historiens, donc voilà. Donc notre objectif, au travers de cette histoire d'entreprise, entre 2010 jusqu'en 2018, c'est d'illustrer des stratégies financières que nous considérons comme toxiques et qui sont déployées par une société canadienne, donc en l'occurrence Valeant Pharmaceutical. Alors, quelques faits et ensuite vous allez peut-être, je vais essayer de les rassembler ce qui est épars en fait. Donc en février 2016, Valeant Pharmaceutical fait l'objet d'une enquête auprès du Congrès américain. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on s'est intéressé, Sylvie et moi, à Valeant, parce qu'effectivement, elle faisait la une des médias. Alors, pour quelle raison? Tout simplement, elle était accusée, elle faisait l'objet d'une enquête, pour avoir augmenté d'une manière très importante, alors très importante, c'est pour certains médicaments jusqu'à 300%, le prix de certains médicaments, et pas forcément des médicaments, on va dire pour maladies orphelines, mais vraiment pour des maladies cardiaques, utilisés par un grand nombre de parties prenantes, enfin en tout cas de malades. En 2015, vous allez me dire quel rapport, mais vous allez comprendre par la suite, la rémunération totale de Michael Pearson, donc le PDG, pendant plusieurs années de Valeant, se chiffrait, alors en soit, on a tout mis en dollars US et non pas en dollars canadiens, à 143 millions. Bon, en soit, ça semble énorme, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était le PDG, et ça a été le PDG le mieux rémunéré au Canada pendant plusieurs années. Et puis, autre fait intéressant, le prix de l'action de Valeant, on y reviendra, est passé de 26 $ US en septembre 2010 à 262 $ en août 2015. Vous allez voir qu'après 2015, ça s'est un petit peu gâté pour le cours de l'action. Alors, reprenons les éléments. Notre propos, c'est finalement de mettre ça en perspective avec le phénomène de financiarisation. Okay. Alors, la financiarisation, ce n'est pas un mot grossier. En l'occurrence, il faut le définir, il faut savoir de quoi on parle. Et pour le dire simplement, face aux transactions financières de court terme,
j'insiste sur le mot de court terme, qui prennent place depuis quelques années dans certaines entreprises et sur les marchés financiers, eh bien, l'ensemble des chercheurs sont de plus en plus nombreux à stigmatiser le phénomène de financiarisation des entreprises. Une définition, la financiarisation, c'est un modèle d'accumulation où les profits sont générés par des canaux financiers plutôt que par la production de biens et par les échanges. Alors, je suis professeur de finance, je suis maître de conférences en finance. De ce fait, je ne vous ferai pas, je ne suis pas là pour critiquer les marchés financiers, soyons clairs, ils sont très utiles, ils permettent la rencontre de l'offre et de la demande pour de grands projets d'entreprise. Donc ce sont des moyens de financer les entreprises, parmi d'autres, qui ont leur utilité. Mais la financiarisation, elle va au-delà des marchés financiers, même si elle passe par les marchés financiers. Elle se définit en fait comme un néolibéralisme composé d'une dimension dite politique et économique, alors que certains appellent de la science, pour d'autres c'est de l'ordre de l'idéologie. En l'occurrence, la dimension politique consiste à dire l'économie de marché est le meilleur moyen de défendre la liberté individuelle. Et oui, pourquoi pas? Ça se discute. Parce que le consommateur peut toujours dire non. Économique, une économie de marché déréglementée assure l'efficacité et le bien-être économique. Entendons-nous par le terme déréglementé? Déréglementé ne signifie pas absence de réglementation. Il s'agit aussi de respecter les règles de la libre concurrence. Et ça, c'est important. Alors, j'ai repris un petit schéma adapté de Paley. Alors, Paley, c'est un petit peu l'auteur de la financiarisation en matière économique. En fait, l'idée, c'est de présenter le PIB, donc le produit intérieur brut. Qu'est-ce que le produit intérieur brut? C'est surtout une mesure de la création de valeur dans une économie. Donc, la création de valeur, elle est utile à l'emploi, au progrès technique, etc. Et en fait, avec le phénomène de financiarisation, ce produit intérieur brut, il s'est toujours d'ailleurs réparti entre la rente du capital d'un côté et d'un autre côté la rémunération du travail. Mais j'ai mis en bleu dans les petits carrés, comme vous le voyez, la rente du capital et la rémunération du travail des dirigeants, ou plutôt des hauts dirigeants. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le phénomène de financiarisation, eh bien, ce produit intérieur brut, il a tendance à aller plutôt vers la rente du capital et plutôt vers la rémunération du travail des dirigeants et de moins en moins, par exemple, du côté du travail des salariés, etc. Donc, c'est une manière un peu simplifiée de présenter les choses, mais qui est en partie vraie. À 80%, on va dire. Voilà. Pour revenir aux travaux antérieurs, si on se situe à l'échelle de l'entreprise, non plus à l'échelle d'un pays ou des marchés financiers, eh bien, la financiarisation, elle va s'accompagner du critère de la maximisation de la valeur actionnariale. Alors moi, j'enseigne ça à mes étudiants, qui consiste à dire qu'il faut enrichir les actionnaires. Alors, ça n'a rien de choquant, parce que tout ça, ça nous vient non pas de l'économie ou des gestionnaires, mais tout simplement du droit des sociétés, sachant que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, qu'ils prennent des risques en investissant, et par conséquent, le dirigeant doit agir au mieux des intérêts des actionnaires, mais aussi des autres parties prenantes, bien évidemment, mais les actionnaires restent prioritaires. Sans actionnaires, il n'y a pas d'entreprise. D'accord ? Du coup, les stratégies d'entreprise qui visaient autrefois à retenir et réinvestir systématiquement, elles visent maintenant à réduire et redistribuer. Alors, réinvestir, c'est important, évidemment, à condition qu'il y ait ce que l'on appelle des projets d'investissement qui créent de la valeur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas, s'il n'y a pas de projet d'investissement qui crée de la valeur, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, le critère de la valeur actuelle nette, et bien dans ce cas-là, il faut retourner l'argent aux actionnaires, ce qui est normal. Mais là, c'est, comment dirais-je, systématique, puisque les stratégies consistent systématiquement à réduire et redistribuer aux actionnaires. Réduire notamment
l'aspect, comment dirais-je, pas seulement la masse salariale, mais aussi tout ce qui concerne capital technique, les usines, etc. Dans ce contexte de financiarisation, puisqu'on doit maximiser la valeur actionnariale, eh bien, pour inciter à cette maximisation, eh bien, on va développer des systèmes de rémunération des hauts dirigeants qui sont très incitatifs, ce qui est normal, qui sont basés du coup sur la performance boursière. Ce sont les fameuses actions gratuites ou stock options, etc. Et cela va influencer leur prise de décision. De quelle façon? Eh bien, tout simplement, mais pas systématiquement, vers des prises de décision de court terme. Alors, à cela s'ajoutent des investisseurs, des actionnaires qui auraient, je dis bien qui auraient, aussi des perspectives de court terme. Alors, ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais on pourra en discuter un peu plus tard. Il n'y a pas un investisseur qui serait de courte vue, il y a des investisseurs. Je dirais même qu'on parle parfois de démocratie actionnariale. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires qui vont être de long terme, certains de moyen terme, certains de court terme, et c'est d'ailleurs ce qui fait le marché, c'est-à-dire la diversité d'opinions. Et je dirais même qu'il existe des actionnaires préoccupés seulement de rentabilité financière et d'autres de rentabilité sociale et environnementale. C'est un autre sujet, peut-être que je serai invitée une autre fois. Voilà. Mais en tout cas, les investisseurs vont avoir leur rôle à jouer et effectivement, dans ce contexte de financiarisation, on a cet objectif de court terme, de courte vue, qui peut, comme on va le voir, être pénalisant parfois pour les entreprises. Alors nous, on s'est intéressé à la financiarisation dans un secteur particulier qui est l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Tout simplement parce que le secteur pharmaceutique est très rentable, plus rentable que le secteur du luxe. Ça, je l'ai appris d'ailleurs en travaillant sur ce cas. Alors, du coup, ce que nous disent les auteurs, c'est que le critère de la maximisation de la valeur actionnariale dans ce secteur, plus particulièrement, a conduit à privilégier un modèle de type blockbuster. C'est quoi un blockbuster? C'est un médicament à succès dont on possède le brevet et qu'on va évidemment exploiter jusqu'au bout. D'accord? L'idée, c'est d'exploiter les produits évidemment les plus rentables, avec un accompagnement d'un marketing agressif, qui a un coût bien sûr pour l'entreprise, mais du coup au détriment des dépenses en R&D. Vous voyez l'idée. Et ce modèle de blockbuster est focalisé sur les pays les plus riches, c'est-à-dire sur les populations qui sont globalement les mieux portantes, et notamment aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? C'est très simple, c'est-à-dire que dans la plupart des pays occidentaux, européens, le Canada y compris, le prix des médicaments est négocié avec les autorités gouvernementales. Aux États-Unis, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au fond, le prix des médicaments peuvent atteindre, les prix des médicaments peuvent atteindre un prix, des prix assez exceptionnels. Alors, du coup, dans ce modèle de financiarisation de l'industrie pharmaceutique, tout ceci va créer une forte dépendance à la valorisation boursière. Pourquoi? Notamment, chaque fois qu'une entreprise va créer ou acheter un brevet, eh bien, elle va évidemment chercher à le rentabiliser et à l'exploiter. Et lorsque le potentiel du brevet est mal évalué, eh bien, automatiquement, ça se traduit sur les cours boursiers par de fortes fluctuations, c'est-à-dire ce qu'on appelle, dans le jargon, de la forte volatilité. Même chose lorsqu'une entreprise possède un médicament en fin de brevet, dans ce cas-là, on va pouvoir observer sur les cours boursiers une baisse, des baisses assez prononcées. Alors, ça aussi, c'est un enseignement de la finance, c'est-à-dire que les secteurs les plus rentables sont souvent aussi les plus risqués. Mais de ce point de vue-là, il n'y a rien de choquant. Nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est
le point suivant, à savoir les pratiques qu'on a considérées comme discutables de Valeant, peuvent-elles s'expliquer par le phénomène de financiarisation des entreprises décrit notamment dans la littérature, comme je vous l'ai exposé. Alors, très brièvement, puisque nous sommes quand même dans les mardis de la recherche, on a utilisé ce qu'on appelle une étude de cas instrumentale, historique donc. On s'intéresse à une situation, alors c'est une étude de cas qui n'est pas généralisable, mais qui va quand même être riche en enseignements, qui est très profonde, très exploratoire, et qui va comporter donc un grand nombre de traits typiques de ce qu'on considère être de l'ordre de la financiarisation des entreprises. Analyse historique assez longue, de 2000 à 2018. Bon voilà, on s'est appuyé sur des bases de données existantes, Eureka, Cedar.com, notamment concernant la couverture médiatique, qui est très très importante de ce point de vue-là, et aussi des informations qui sont tout à fait vérifiables concernant les états financiers, les circulaires de sollicitation de procuration, les communiqués de presse émanant de l'entreprise, etc., etc. Donc voilà pour les sources documentaires. Alors, Valeant, de quoi parle-t-on? Alors pourquoi septembre 2010? Tout simplement parce que en septembre 2010, c'est la création de Valeant, telle qu'on l'a étudiée, qui est issue en réalité d'une fusion-acquisition entre BioVal Corporation, qui est une société canadienne à la base, et Valeant, une société américaine. Tout ça pour créer une société canadienne cotée à la bourse de Toronto. Le DG, donc Michael Pearson, et le président du conseil d'administration, qui est nommé en 2010, c'est William Wells, qui est l'ancien DG de BioVal Corporation. C'est assez classique. Pourquoi cette fusion-acquisition? Tout simplement pour développer, fabriquer et commercialiser une vaste gamme de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux sous des noms de marques et des noms génériques avec ou sans ordonnance aux États-Unis. Bon, par exemple, ils sont actifs sur, je crois que c'est le Botox pour le comblement des rides. Bon, c'est sans ordonnance évidemment et à la limite ils peuvent le vendre très cher. Ça n'a pas d'importance. Au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, en gros, partout dans le monde. Donc une entreprise mondialisée, c'est ça qui est intéressant aussi. Nous avons extrait les communiqués de presse de l'époque, et en l'occurrence la stratégie qui est annoncée en 2013, qui est la suivante. Notre stratégie consiste à nous concentrer sur les zones géographiques et les catégories thérapeutiques principales, à gérer nos actifs à l'interne ou dans le cadre de partenariats stratégiques conclus avec d'autres sociétés pharmaceutiques et à répartir nos liquidités de façon appropriée entre des acquisitions, des remboursements de dettes et des rachats d'actions. Nous estimons que cette stratégie nous permettra d'améliorer le taux de croissance et la rentabilité de la société ainsi que la valeur pour les actionnaires. Donc je crois que c'est clair. La stratégie est posée. Elle est nommée. Alors en 2011, Michael Pearson donc, est finalement nommé président du conseil d'administration tout en conservant son poste de directeur général. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est dans l'article que nous avons soumis d'un point de vue scientifique, on parle de pratiques de gouvernance. Et en termes de pratiques de gouvernance, on considère que c'est une mauvaise pratique qu'il y ait cumul du poste de DG et de président du conseil d'administration. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration est supposé contrôler le directeur général. Or là, en fait, en cumulant les deux postes, il est juge et partie. Donc première pratique que nous avons qualifiée de toxique. Jusqu'en 2015, Valeant adopte une stratégie de croissance par acquisition très agressive. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, cela signifie qu'elle n'a pas
favoriser la recherche et développement en son sein, mais qu'elle est allée tout simplement racheter d'autres laboratoires pour acheter leurs brevets. Ça s'appelle de la croissance externe, tout simplement. Là encore, ça n'a rien de problématique. Ce qui va être problématique, c'est que dans ces sociétés, ils vont exploiter le brevet, ils vont ensuite progressivement diminuer la recherche et développement dans ces entreprises. Valeant, très rapidement, va augmenter ses marges bénéficiaires, ce qui va contribuer à l'amélioration de son cours boursier, en augmentant le prix de plusieurs médicaments et en diminuant les frais de recherche et de développement. Et donc, également, on a pu reprocher par la suite à l'entreprise d'adopter une stratégie de fiscalité agressive. Alors là, c'est ma collègue canadienne qui a parlé de stratégie de fiscalité agressive. Pour ne pas la nommer, il s'agit d'optimisation fiscale. Voilà. Alors, quelques résultats. Je ne sais pas si vous voyez très bien. En gras, je voudrais souligner quelques chiffres intéressants. On voit que les frais de recherche et développement, en 2010, ils sont de 5,7%, et puis qu'ils diminuent, en gros, ils sont diminués par 2, au moins jusqu'en 2015. Le bénéfice d'exploitation, alors on voit bien qu'il y a, comment dirais-je, parfois des pertes, entre parenthèses, c'est un moins, je ne l'ai peut-être pas précisé, parfois des bénéfices, mais en tout cas, ça manque de stabilité. En 2014 et en 2015, par contre, on est au maximum des bénéfices. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les produits qui ont été, et les brevets qui ont été exploités, et les produits qui en découlent, c'est à ce moment-là que les prix ont fortement augmenté. Ce qui est très intéressant également, c'est vrai qu'on n'a pas mis ça en perspective avec des rémunérations d'autres dirigeants d'entreprise, du marché de Toronto, de la bourse de Toronto, mais concrètement, ce qu'on peut voir quand même, c'est que les rémunérations, elles augmentent. Jusqu'en 2017, où elles ont dû être rabaissées. Mais c'est normal, puisque en définitive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur système de rémunération est indexé sur la performance boursière. Comme après 2015, le cours va s'effondrer, bah forcément, leur rémunération va aussi s'effondrer. Les administrateurs, ce que l'on explique dans notre recherche, c'est que les rémunérations versées aux administrateurs sont bien plus élevées que la moyenne, ou plutôt bien au-dessus de la médiane du marché des administrateurs au Canada. On voit aussi que le pourcentage moyen de la rémunération est versé sous forme d'actions ou sous forme de stock option, 60% en 2010 et jusqu'à 88% en 2015. Autrement dit, il y a très peu de parties fixes et il y a très peu d'indexation sur la partie comptable. Et puis, ce qui est très intéressant également, c'est les impôts. On a l'impression qu'ils n'en paient jamais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ah, et également, non, je ne l'ai pas rajouté, mais nous avons rajouté une ligne, nous avons étudié les frais commerciaux, en l'occurrence les frais de marketing, et on voit bien que tout ce qui est la part qui est consacrée au marketing ne cesse d'augmenter jusqu'en 2015. Je ne suis pas revenue sur la dette. Oui, alors la dette, oui, alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, croissance externe. Donc il faut racheter des entreprises. Et du coup, comme ces rachats coûtent, bah forcément, il faut rentabiliser les brevets. Alors, ceci dit, ça ne se fait pas sans réaction. De 2011 à 2015, des plaintes, alors émanant des patients, mais aussi des organismes, des mutuelles aux États-Unis, sont nombreuses
à l'égard de la hausse des prix des médicaments, et donc des groupes de pression se forment, des lobbies se forment, et effectivement, une enquête va être déclenchée. Donc là, vous voyez effectivement Michael Pearson, ainsi que le directeur financier et l'un des principaux actionnaires, à savoir donc un hedge fund, en l'occurrence, un hedge fund assez célèbre qui s'appelle Pershing Square, qui est rentré à un moment donné dans le capital, comme par hasard, de Valeant. Donc en avril 2016, donc, M. Pearson est donc assigné à témoigner devant un comité du Sénat américain pour ce qui concerne l'augmentation du prix des médicaments. Alors c'est vrai que Valeant a fait la une des journaux, mais il y avait une ou deux autres entreprises qui étaient interpellées également, des entreprises américaines, sur ces questions-là. Ce qui prouve que Valeant n'est pas un cas isolé. Alors, puisque nous, on s'est intéressé aux bonnes pratiques, on s'intéresse aux bonnes pratiques avec ma collègue Sylvie Berthelot, eh bien, on a pu détecter, dans le cas de Valeant Pharmaceutical, un certain nombre de mauvaises pratiques qui ont été effectivement dénoncées par des acteurs financiers, et notamment en octobre 2015, Citron Research. Alors, c'est une firme qui se spécialise dans la vente à découvert. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ce qu'est la vente à découvert. Donc, ce sont vraiment des acteurs financiers, et accusent Valeant. Alors, en fait, ils ont un rôle de veille et d'information sur les marchés financiers, accusent Valeant d'avoir mis sur pied un réseau factice de pharmacie. Ces accusations vont contraindre l'entreprise à procéder à un retraitement comptable de ses états financiers consolidés pour l'année 2014. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Cela signifie que, très probablement, en termes d'état financier, Valeant a des choses à se reprocher. Or, les états financiers sont supposés être vérifiés. Mais bon, on peut aussi manipuler la comptabilité. Alors, voici le cours de l'action. Par sa stratégie particulièrement agressive, l'objectif de Valeant, c'était effectivement de faire augmenter le cours boursier. Elle y est arrivée jusqu'en 2015 à peu près, ce qui a eu pour conséquence au passage pour le dirigeant, le directeur financier et les administrateurs, de se voir verser des rémunérations très élevées. Et puis, suite à l'enquête du Sénat, le cours boursier s'effondre. Alors c'est plutôt rassurant, quelque part, parce que ça montre que toutes les limites de ce type de stratégie. Alors en avril 2014, le fonds d'investissement Pershing Square, le voici, s'était associé à Valeant en vue de contribuer à l'acquisition, par exemple, d'Allergan, excusez-moi. Alors toutes les acquisitions, là aussi, ça aussi c'est intéressant. Pourquoi Valeant s'est endetté? C'est-à-dire que dans cette stratégie de croissance externe, Valeant n'a pas toujours pu emporter le laboratoire qui l'intéressait. Et donc du coup, ça a conduit à une surenchère des prix des brevets. Et en l'occurrence, ce sera le cas pour Allergan. Pourtant, un hedge fund, Pershing Square, va s'associer à Valeant pour essayer de renforcer sa stratégie. Et en l'occurrence, alors il va y avoir, ce sont des allers-retours financiers, un certain nombre d'allers-retours financiers, mais finalement, Valeant n'aura pas gain de cause et cela va avoir un impact négatif sur le cours boursier. En décembre 2015, Michael Pearson fait une grave pneumonie. Il est remplacé, il y a toujours un remplaçant, d'abord par le directeur financier et puis ensuite par un certain Joseph Papa. Alors, à noter que Valeant est une société canadienne, mais Michael Pearson, si je ne me trompe pas, est d'origine américaine. Et petite précision également, on avait observé ce point, les membres du conseil d'administration de Valeant sont pour la plupart américains également. Alors,
ma collègue québécoise vous expliquerait ça beaucoup mieux que moi encore, avec l'accent. En avril 2016, Valéant reçoit un avis de défaillance des autorités de marché financier. Alors ça, c'est très négatif pour une société, parce qu'elle accuse des retards dans la publication de ses états financiers, et donc elle est forcément passible de sanctions financières notamment. Et puis, donc, effectivement, comme je vous l'avais fait remarquer dans le tableau, on a pu constater qu'une part très importante de la rémunération des dirigeants et des administrateurs est sous forme d'actions, d'unités d'actions différées ou d'options d'achat d'actions, autrement dit, indexées sur la performance boursière. C'est vrai que jusqu'en 2016, c'est jusqu'à 32% du capital de l'entreprise qui sont détenus par des fonds d'investissement. Et ensuite, cette part chute à 11%. Alors on peut s'interroger, on est en train de regarder ça, on peut s'interroger sur le rôle, évidemment, de ces fonds d'investissement et aussi sur la nature de ces fonds d'investissement. Comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, Pershing Square, c'est un hedge fund, donc c'est un fonds spéculatif. Et lorsqu'il est entré dans le capital de Valéant, c'est véritablement pour booster, comme on dit, la rentabilité. Finalement, on arrive au bout de l'histoire, ou presque. L'arrivée de Joseph Papa en 2007 amène Valéant à changer de stratégie. En tout cas, c'est ce qui est raconté dans les communiqués de presse. Mais nous sommes un peu sceptiques. Et de toute manière, l'entreprise, il est vrai, n'a pas le choix, parce qu'il faut qu'elle rembourse ses dettes. Donc elle va vendre plusieurs de ses actifs, rembourser une partie de ses dettes. Par ailleurs, en parallèle, il existe une action collective qui est intentée pour le compte d'investisseurs à l'extérieur des États-Unis. Alors pourquoi? Parce que dans cette histoire-là, on parle des actionnaires, mais évidemment, les actionnaires, lorsque le cours chute, ils sont évidemment mécontents et ils peuvent s'interroger sur les prises de décision du dirigeant, à juste titre. Là encore, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas un actionnaire, mais des actionnaires, ils n'ont pas tous le même point de vue. Et finalement, le 8 mai 2018, Valéant annonce qu'elle changera de nom. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose à l'affaire pour Bausch Health Company? Alors, on est en train d'étudier le futur de Bausch Health Company. Alors, pour conclure, on a pu nous pensons avoir mis en évidence un ensemble de pratiques financières particulièrement discutables. Alors, des pratiques de rémunération, je dirais, peut-être trop indexées sur la performance boursière, qui est toujours manipulable d'ailleurs, en partie. Des pratiques sur les états financiers qui semblent également discutables, des pratiques qui ont consisté à réduire la recherche et développement, et des pratiques particulièrement agressives en termes de politique commerciale. Alors pour revenir finalement à des considérations de chercheurs, alors on s'est appuyé sur un seul cas, bien évidemment, mais on continue à l'explorer. Donc, ce qui limite, bien sûr, la portée de notre propos. Par ailleurs, notre analyse elle est limitée à l'information qui est publiquement disponible, mais on ne peut pas faire mieux, a priori. Et pour reprendre un terme canadien, alors en France, on dit les voies de recherche. Nous, les Canadiens parlent d'avenues de recherche. C'est évidemment à leur échelle. Donc, nous sommes en train d'étudier d'autres cas d'entreprise qui font l'objet de pratiques également discutables dans d'autres secteurs d'activité. Et on envisagera peut-être pour plus tard une étude sur grands échantillons, ce qui permettra une étude, on va dire, plus quantitative, qui permet de valider des hypothèses d'une manière différente. Voilà.
Alors, un autre point pour conclure. Ceci est la déclaration d'un actionnaire, justement, qui est la Caisse de dépôt et de placement du Québec, donc un fonds d'investissement. Et voilà ce qu'il déclare. Il dit « Je suis fier de dire que nous n'étions pas un gros investisseur. Nous avons acheté une petite quantité d'actions, une quantité raisonnable et nous l'avons vendue au bon moment. Dieu merci. Sa façon de fonctionner, de freiner la recherche et le développement, d'établir des prix trop élevés pour ces produits, de juste maximiser le rendement à court terme de manière à stimuler la valeur de l'action, ont eu un impact sur les gens, un impact sur la perception qu'ont les gens au sujet des marchés de capitaux et sur la confiance. » Alors pourquoi je voulais terminer sur cette déclaration d'un actionnaire, un actionnaire qui compte, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est un investisseur institutionnel, pour vous montrer qu'en l'occurrence, il n'y a pas, encore une fois, un actionnaire, mais des actionnaires, et qu'il existe bien sûr des moyens d'action possibles pour freiner ce type de pratique. Voilà. Merci de votre attention.